pour la deuxième présentation, on va avoir une présentation en duo, donc de Véronique Lisotte, chargée de projet à la table pour l'intégration en service de garde des enfants ayant une déficience à la région de Montréal, et Marie-Pierre Saint-Louis, qui est professionnelle de recherche au Centre de recherche sociale appliquée, qui vont venir là, nous présenter sur un projet de recherche qu'ils ont mené conjointement, donc sur l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers. Super. Donc, bien, merci vraiment, vraiment. J'apprécie beaucoup l'invitation, donc qui nous permet de faire un bref résumé, comme on dit, là, de notre rapport de la trajectoire, donc les résultats qui ont été faits dans le cadre de cette recherche, donc de l'intégration des enfants là, ayant des besoins particuliers du service de garde éducatif à l'enfant jusqu'à l'entrée à l'école. Et bien évidemment, là, heureusement, vous allez retrouver aussi des similitudes, pardon, et arrimage aussi avec la présentation là, précédente. Alors, donc voilà, c'est le contenu qu'on aurait aimé présenter. On n'aura pas le temps de rentrer, bien sûr, en détail là, sur tout le contenu du rapport, mais donc on va attirer votre attention davantage sur les principaux obstacles et aussi bien, les facteurs qui viennent faciliter l'intégration au quotidien et bien évidemment quelques recommandations qui se retrouvent aussi à la fin de notre rapport, qui sont un peu des leviers aussi pour améliorer la situation. Donc, peut-être pour la petite mise en contexte, il faut savoir que notre table de concertation qui existe depuis 1994 a toujours documenté les obstacles qui étaient rencontrés dans le parcours d'intégration et ce, là, dès, je dirais, la recherche d'une place en service de garde. Mais il y a quelques années, on s'est retrouvé avec une situation où des membres donc, de notre concertation voulaient aller davantage plus loin dans cette trajectoire, vraiment connaître davantage les obstacles qui étaient rencontrés et aussi, bien sûr, les éléments qui viendraient faciliter. Alors, heureusement, c'est là qu'on est allé chercher le soutien donc, du Centre de recherche sociale appliquée pour venir nous soutenir justement dans la recherche et aller davantage vers sortir un peu de l'anecdotique, comme on dit. Donc, il y avait beaucoup d'éléments, de faits qui étaient rapportés à la table, mais on voulait s'appuyer davantage sur des données probantes, donc pour avoir un peu plus de levier. Alors voilà, je vais passer la parole à Marie-Pierre. Bien, bonjour tout le monde. Je suis Marie-Pierre Saint-Louis du Centre de recherche sociale appliquée. Je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. La première diapo que je vais vous présenter, c'est la méthodologie. En fait, on a utilisé une méthode qui est ancrée dans les savoirs d'expérience, donc qui se basait sur le vécu des parents, appuyée sur les connaissances et les savoir-faire des personnes qui interviennent auprès des enfants ayant des besoins particuliers. On a réalisé 18 entrevues individuelles avec des éducatrices et des parents. 697 sondages ont été complétés par une diversité en fait d'intervenants et de personnes impliquées dans l'intégration des enfants. Et nous avons réalisé aussi 4 groupes de discussion. Les 4 groupes de discussion étaient davantage des ateliers collaboratifs qui avaient pour but de venir valider et d'approfondir certains contenus, un peu sous le principe de la triangulation des savoirs. Donc, où chaque personne, avec une diversité de personnes qui avaient des expertises différentes liées à l'intégration des enfants à besoins particuliers. Au centre de la démarche, le concept de trajectoire a été présent. Les enfants ayant des besoins particuliers, leurs enfants peuvent vivre des obstacles à différents moments de leur parcours. Donc, on a décidé de classer en fait les obstacles sous 3 grandes étapes. La première qui est le premier contact et recherche d'un service de garde jusqu'à l'entrée au service de garde. Ensuite, on a le parcours en service de garde éducatif à l'enfance. Puis on comprend qu'entre le 2 et le 1, là, il y a souvent plusieurs allers-retours. Ce n'est pas linéaire, en fait, comme parcours. Et la troisième étape qui est la transition vers le scolaire. Donc, on va rentrer plus spécifiquement dans chacun des obstacles.
Dans la première étape, on a retrouvé en fait deux grands obstacles là, qui pourraient aussi se décliner par des sous-obstacles. À un moment donné, il fallait faire des familles pour réussir à faire plus de sens en fait dans les résultats. Le premier qu'on retrouve, c'est le nombre limité de places en service de garde. Dans un contexte où il y a un nombre de places qui est limité puis qu'il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre, il peut être difficile pour une famille dont l'enfant nécessite des besoins d'adaptation de trouver une place. Hein. Les parents nous ont même parlé de la tendance de plusieurs services de garde à sélectionner les enfants et la nécessité pour eux de minimiser souvent les besoins de leurs enfants lorsqu'ils venaient rencontrer les services de garde ou même de proposer de compenser en amenant leur enfant seulement quelques heures par jour. On a aussi l'obstacle lié aux contraintes physiques et matérielles, qui est souvent utilisé comme un argument, hein, savoir que le milieu n'est pas adapté pour pouvoir accueillir l'enfant. Ce qu'on met en évidence dans la recherche, c'est que cet obstacle relève souvent d'une fausse croyance hein, sur la nécessité d'avoir un environnement qui est particulier pour pouvoir intégrer des enfants à besoins particuliers. Je te laisse poursuivre, Véronique. Donc, comme on dit, là, qui serait un peu la deuxième étape, donc à même quand l'enfant est maintenant intégré au service de garde, donc on a refait, si on veut, là, quatre grands obstacles, on les a divisés comme ça. Donc, tout ce qui est relié aussi à l'accompagnement, donc au niveau des besoins de l'enfant. Puis, bon, j'attire votre attention peut-être davantage aussi sur la sous-catégorie, là, au niveau du manque de vision intégrée qui met en valeur les rôles et responsabilités de chacun. C'est encore très présent, là, même encore aujourd'hui, lors de rencontres cette semaine, on en parlait encore, là, cette difficulté à bien comprendre le rôle face à l'intégration quotidienne de l'enfant, même parfois pour les services de garde, on se perd un peu. C'est quoi ma responsabilité aussi face à l'enfant? Même chose, la compréhension des intervenants du réseau de la santé, quel est le rôle du service de garde dans l'accueil et aussi pour les parents. Donc, et aussi, bon, au niveau de l'importance des transitions, il faut quand même relever que souvent, on va penser justement à la transition scolaire, mais que dans le quotidien, il y a plusieurs transitions qui se vivent et on le voit même souvent, là, la transition même entre un changement de groupe qui n'est pas souvent où on manque un peu de réflexion à ce moment-là qui va venir complexifier aussi là, ce moment-là de transition. Et l'approche normative là, qui est basée sur le parcours atypique du développement, bien, en fait, on se rendait compte qu'il y avait vraiment un peu une croyance généralisée, là, pas une croyance, mais une tendance généralisée plutôt à classer les enfants en deux catégories. Donc, les enfants qui avaient des besoins à défi et les autres enfants, ce qui fait en sorte que ça vient mettre l'emphase davantage sur les difficultés, sur l'handicap ou les déficiences, le retard de l'enfant. Et ça l'amène aussi le fait que la réussite de l'intégration va beaucoup se mesurer, malheureusement, là, par le progrès que l'enfant va réaliser et non une attention particulière mise sur son bien-être ou à sa participation justement à la routine, aux activités, donc tout ce qui est la participation sociale. Et donc voilà, puis le lien aussi, souvent la fragilité du lien aussi qui vient complexifier aussi tout le reste de l'intégration quand ce n'est pas mis en place, même dès le départ, là, la création de liens, ne serait-ce qu'avec le parent. La troisième étape, qui est la transition scolaire, vous pouvez voir, il y a 6 grandes catégories d'obstacles là, ici, mais il y en a seulement 3, les 3 derniers qui s'adressent uniquement à la transition scolaire. Donc, je vais mettre l'accent sur les 3 derniers, qui est l'accès difficile à l'information sur l'offre scolaire, la mauvaise assignation d'un enfant dans une école et l'enfant non diagnostiqué lors de l'entrée en milieu scolaire. L'obstacle 8, là, celui de la mauvaise assignation d'un enfant dans une école, a été tout particulièrement important dans notre collecte de données, puisque celle-ci s'est faite à la fin du confinement. Donc, les enfants étaient restés plusieurs mois à la maison et les parents nommaient que leur enfant avait beaucoup changé durant le confinement et que l'école d'assignation n'était plus appropriée pour eux.
Dans cette phase-là de la trajectoire, les contraintes administratives et financières sont tout particulièrement importantes là, liées à l'organisation scolaire, là, puisque les décisions sont prises sur la base du dossier administratif et plusieurs parents nommaient que c'était difficile de rendre compte en fait de l'état ou des besoins de leur enfant par écrit. On sait qu'il y a la possibilité là, d'aller rencontrer les comités, mais ce n'est pas toujours… en fait, les parents qu'on a rencontrés n'avaient pas fait cette étape-là, ne se sentaient pas légitimes ou n'avaient pas réussi à le faire. Donc, Véronique, je te laisse poursuivre. Oui, ben en fait, on arrive ici, heureusement, donc, que des facilitateurs qui peuvent être mis en place. Puis, somme toute, il faut quand même dire que les données recueillies dans la recherche nous ont quand même amené à conclure qu'il y avait beaucoup d'expériences donc, qui étaient positives. Les parents étaient quand même, au bout du compte, satisfaits là, dans une grande proportion, ainsi que les milieux de garde. Et dans ces cas-là où, justement, l'expérience avait été positive, on a quand même relevé que ce qui venait faciliter justement l'intégration au quotidien, c'était vraiment l'implication grâce au travail de plusieurs personnes lorsqu'il y a une implication là, de plusieurs intervenants. Donc, on a identifié des éléments qui vont venir, ne serait-ce que permettre d'éviter les obstacles qu'on vous a présentés ou sinon, du moins, les atténuer. Donc, on les a regroupés en 5 grandes familles de facilitateurs. Donc, peut-être, on n'a pas trop une attention là, sur certains facilitateurs, mais ils sont tous importants et on y reviendra au 5e qui est bien sûr là, transversal à chacun de ces facilitateurs. Alors, au niveau du premier facilitateur, donc vous voyez qu'il se divise aussi en sous-catégories. Peut-être, en tout cas, j'avais envie de vous parler donc de l'expérience, l'intégration du petit Gabriel que la maman, lors de cette recherche, nous a parlé. Donc, Gabriel, qui est un petit garçon de 2 ans, qui a un retard moteur, donc un équilibre précaire, qui n'a pas encore vraiment une autonomie, si on veut, à la marche. Donc, des parents qui ont vraiment, on parlait tout à l'heure là aussi, justement là, de certains peut-être difficultés lors de la recherche, là, puis des personnes peut-être au niveau d'une certaine discrimination, donc les parents de Gabriel ont fait face à plusieurs refus de services de garde, soi-disant la raison principale qui était nommée, c'était le manque d'accessibilité donc de l'installation. Et là, après plusieurs refus, heureusement, il y a un service de garde donc, qui a ouvert leurs portes et qui ont tenté, qui voulaient accueillir justement Gabriel. Et dans ce cas-là, justement, au niveau des facilitateurs, le service de garde a vraiment mis en place des moyens pour venir favoriser, faciliter l'intégration de Gabriel. Donc, ils se sont vraiment tournés vers le quotidien, les obstacles qui étaient rencontrés dans le quotidien. Et là, c'est tout le travail aussi de partenariat, de collaboration, tant avec les parents pour savoir comment Gabriel, même s'il ne marche pas, mais comment il peut le faire, comment il peut se déplacer, et aussi tout le lien avec la physiothérapeute impliquée qui est venue aussi donner des moyens en lien avec l'environnement du service de garde qui fait grandement une différence. Donc, ce qui a permis que même si Gabriel ne se déplaçait pas comme les autres enfants, mais il pouvait à certains moments, donc oui, avoir du soutien, mais d'autres fois, pouvait, par exemple, se déplacer à 4 pattes, ce qui pouvait faire en sorte qu'il y avait une certaine autonomie. Donc, de retenir. Alors, c'est toute cette notion-là, donc, de moyens mis en place, tournés dans cette collaboration. Donc, voilà pour le facilitateur 1. Oups, Marie-Pierre, ton micro est fermé. Merci. Le facilitateur 2, qui est un renforcement des capacités des personnes concernées par l'intégration. En fait, les données recueillies nous ont montré que la stabilité des RH, des ressources humaines, facilite grandement la trajectoire des enfants ayant des besoins particuliers. Les enfants développent un lien de confiance avec des intervenantes qui vont être stables et celles-ci connaissent mieux aussi comment interagir avec eux. Pour pouvoir avoir les conditions qui sont favorables, renforcer la capacité des personnes concernées, il faut avoir des conditions qui vont le permettre.
Ça passe par le sentiment de compétences des éducatrices, du temps pour faire la planification et se concentrer, et se concerter entre les autres intervenantes, l'accès à l'information, mais aussi la conciliation famille-travail. Par exemple, les éducatrices dans les discussions nous ont parlé de l'importance des échanges entre les pairs pour favoriser leur développement de compétences et de connaissances. Et ces mécanismes sont encore plus efficaces lorsqu'ils permettent d'intégrer des spécialistes comme des orthopédagogues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des orthophonistes, et surtout quand que ça peut être fait dans un délai qui est raisonnable. Dans les questionnaires qu'on a remplis et qui ont été complétés, le personnel éducateur mentionne que le coaching avec de l'accompagnement personnalisé, c'est la mesure là, qui les inciterait le plus à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers. Donc, c'est un facilitateur qui est qui pourrait faire la différence. Véronique, je te donne la parole. Oui, donc ben, ça fait un beau lien là, au niveau du facilitateur 3, de ce qui a été nommé tout à l'heure par Marie-Hélène Gervais. Donc, tout ce rôle de liaison, hein, ce rôle d'une personne pivot, effectivement, qui peut être occupé par différentes personnes. On nommait tout à l'heure l'organisme Je me fais une place en garderie, quand une travailleuse sociale, par exemple, qui peut être impliquée, ou des fois, même le service de garde, il y a quelqu'un qui a ce rôle-là, qui assure finalement aussi ce suivi là, entre les services offerts à l'enfant, mais aussi dans le quotidien, parce qu'en lien aussi avec ce que Marie-Pierre vient tout juste de nommer, ben, il y a un besoin d'aller valider que l'éducatrice puisse s'assurer que ce qu'elle fait, elle le fait correctement. Donc, c'est un facilitateur très présent. Et bien évidemment, elle a une prise en charge collective, donc qui fait en sorte aussi, qui amène si on veut, bien, que chacun a une responsabilité partagée. Il y avait une éducatrice donc, dans le cadre de la recherche qui mentionnait que dans la façon qu'il fonctionnait avant dans son service de garde, bien, il accueillait un enfant s'il y avait des besoins particuliers, mais qui était seul responsable de l'enfant comme tel, qui n'avait pas nécessairement de partage entre l'équipe au niveau même de la connaissance des besoins de l'enfant puis de la façon d'y répondre. Et il y a eu un changement aussi au sein du service de garde. Donc, il travaille davantage des moments dans la journée en équipe. Et elle disait, bien, avant, justement, quand j'avais à m'absenter, ma journée de congé, j'avais difficilement l'esprit tranquille. Je me disais toujours, ben, est-ce que ça va bien se passer? Il y avait un roulement aussi au niveau du remplacement. Il n'y a personne d'autre qui sait comment répondre aux besoins aussi là, de certains enfants. Donc, le fait aussi qu'elle sache que maintenant, il y avait ses autres collègues qui pouvaient répondre à ce besoin-là, elle disait que c'était vraiment, ça enlevait justement un poids sur ses épaules. Et la même chose aussi pour d'autres services de garde qui, même quand fait appel à un accompagnement, une personne qui vient soutenir l'intégration, mais c'est un partage aussi de ses responsabilités. Ça ne repose pas juste sur l'accompagnatrice, par exemple, puis que si l'enfant, si l'accompagnatrice n'est pas là, ben, l'enfant il ne peut pas être présent. Donc, on évite vraiment ces situations. Alors, Marie-Pierre, je te laisse la parole. Oui. Le quatrième facilitateur, qui est l'approche humaniste, je vous ramène au prisme qu'on vous a montré précédemment. Là, l'approche humaniste se trouve en haut de la pyramide, puis c'est pas pour rien, parce que c'est souvent le facilitateur qu'on voit le plus, qui est mis à l'avant-plan, qu'on voit en premier, en fait, puisqu'il repose en fait sur le savoir-faire de la personne, le savoir-être de la personne, je veux dire. Donc, il dépend beaucoup de la présence des autres facilitateurs qui viennent supporter, en fait, ou donner la capacité à la personne d'avoir une approche humaniste. Comment ça se concrétise? Ça permet de créer un sentiment d'être accueilli chez la famille, chez l'enfant. Il y a aussi, ça permet aussi de consolider des liens de confiance entre l'enfant, les parents et la personne qui intervient. C'est aussi avoir un regard positif sur l'enfant et le parent. J'aimerais vous parler de l'expérience des parents de Camille. Les parents de Camille ont appris un jour que leur service de garde qu'ils aimaient beaucoup allait fermer. Et ils étaient très inquiets.
mais l'éducatrice a vraiment aidé la passation. En fait, elle a appelé une de ses collègues qu'elle connaissait être en mesure d'accueillir Camille. Et elle s'est assurée aussi du passation du lien de confiance. Donc, l'intégration de Camille s'est faite de façon c'est fait en douceur dans la nouvelle garderie et les parents ont vécu une très belle expérience de cette nouvelle intégration. Donc, et la dernière et non la moindre, là, comme on le disait tout à l'heure, là, qui est transversale, bien évidemment, là, tout au long du parcours, c'est important, donc des mécanismes de collaboration et de communication fluide. En fait, c'est un des éléments qui est souvent ressorti aussi dans la recherche comme facilitant grandement. Puis quand on pense à des mécanismes formels, ben, j'ai en tête le plan d'intégration, donc qui dès le départ, quand même si c'est un document qui est utilisé souvent comme un point de départ aussi pour identifier les besoins de l'enfant aussi, puis comment le service de garde, qu'est-ce qu'il va mettre en place, mais c'est important aussi que les personnes qui vont être concernées justement par l'accueil de l'enfant, le processus d'intégration de celui-ci, puissent être présents. Donc, c'est sûr que c'est un incontournable que les parents puissent être présents, mais on le voit des fois dans des pratiques, il y a des milieux qui vont pas nécessaire, qui vont compléter le document et juste le transmettre aux parents. Donc, c'est une belle occasion parfois qui est manquée de mettre en place donc des bases de communication avec la famille, mais aussi parfois avec l'éducatrice, bien évidemment, qui va l'accueillir, mais aussi quand il y a d'autres intervenants impliqués, là, c'est bien de pouvoir faire la place. Puis, on voyait même que au niveau des mécanismes de communication, là, pendant la pandémie, plusieurs parents ont mentionné aussi que ça avait été très difficile, car quand il y a eu un moment où l'accès avait été limité, donc le parent devait laisser l'enfant, je pense, à la porte. On limitait les contacts avec le personnel, entre le personnel éducateur. Bien, ça a fait en sorte aussi qu'il y a eu une perte de communication, peut-être plus informelle, mais qui était très, très importante dans le quotidien, ne serait-ce que pour se rassurer parfois de comment ça s'est passé la nuit ou, exemple, un parent venait chercher son enfant, remarquait des petites marques rouges parce que les orthèses avaient mal été positionnées, mis à l'enfant. Donc, ça nous a démontré encore plus lors de la pandémie cette importance-là aussi là, de lien de communication. Donc, voilà là, pour ce qui est de la partie des facilitateurs. Donc, rapidement, je vais donner la parole à Marie-Pierre pour les faits saillants. En fait, on ne présentera pas les faits saillants. On va vous inviter à aller les lire dans le rapport. Ça résume grosso modo ce dont on vient de discuter, mais je vais vous amener à la diapositive sur les pistes de réflexion. Donc, la prochaine. Donc, on voit, on a identifié plusieurs pistes de réflexion là, dans le rapport que vous pourrez trouver. On les a résumées sous quatre grandes catégories. Le premier qui vise l'accès aux services. Donc, vous comprendrez que toutes les recommandations visent à accroître, uniformiser, créer une cohérence dans les programmes, dans les services, mais aussi de réfléchir à des stratégies en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Le deuxième, on est dans le développement des connaissances et des compétences, donc promouvoir l'inclusion dans la formation initiale ou même dans la formation continue, promouvoir aussi l'approche inclusive et démystifier les préjugés. Le troisième, qui est le soutien à l'accompagnement. Les recommandations qu'on trouve sont davantage liées au fait d'offrir du soutien et de l'accompagnement pour les services de garde éducatifs à l'enfance. Puis je vous ramène un peu plus tôt, on vous a dit que c'était un des facteurs qui amènerait un service de garde à accepter un enfant à besoins particuliers. Et aussi, offrir de l'accompagnement aux parents, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça fait partie des recommandations qu'on retrouve dans le rapport. Et le quatrième, qui parle en fait de la collaboration et du partenariat. On retrouve différentes recommandations dans le rapport, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'importance, en fait, d'accorder, de travailler ensemble et d'avoir une cohérence, en fait, dans les interventions qui vont être mises de l'avant pour soutenir l'intégration des enfants à besoins particuliers.
Donc, Véronique, je te laisse poursuivre avec nos nouveaux projets. Oui! Donc, toute l'information... Je vais juste vous demander d'aller rapidement. On a déjà dépassé le temps pour laisser la place pour les autres. Donc, en conclusion, c'est ça, on a une belle suite. Donc, quand on a fait la promotion justement des résultats du rapport de la trajectoire, il y a plusieurs besoins qui nous ont été exprimés, d'avoir des moyens et des exemples très concrets, tant au niveau là, justement des facilitateurs. Donc, on travaille présentement un beau projet qui est fait en collaboration avec des partenaires qui ont une expérience et une expertise au niveau de l'inclusion. Donc, on travaille à développer une trousse de sensibilisation parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Donc, une trousse de sensibilisation et de soutien aux pratiques inclusives. Donc, c'est un projet là, qui aura des suites. On pourra vous tenir au courant. Et pour plus d'informations, vous allez voir aussi le site latrajectoire.tisgm.ca. Donc, voilà, maintenant, on est aux questions. Merci beaucoup. Un gros merci, Véronique et Marie-Pierre. Je prendrais peut-être une petite question de vive voix, sinon j'ai encouragé de le faire plus sur le clavatage pour respecter le temps pour les prochains présentateurs. Y a-t-il une personne qui a un commentaire ou une question pour nos deux présentatrices? Moi, j'en aurais une si personne en a. Je me demandais, dans vos entrevues, dans vos questionnaires, est-ce que vous avez identifié certaines caractéristiques qui font qu'il y a une famille qui tombe plus rapidement dans le côté plus barrière ou qui tombe plus facilement dans les facilitateurs? Je pense notamment au type de difficulté ou peut-être à la région dans laquelle ils se trouvent. Est-ce qu'il y a certaines caractéristiques comme ça que vous avez identifiées? Je peux répondre, Véronique? Oui. Oui. En fait, la présence d'un organisme qui vient soutenir ou faciliter l'intégration, c'est vraiment un élément qui est ressorti comme étant central. Là. Ça permet de passer à travers plusieurs obstacles qui sont vécus. C'est un rôle souvent qui est négligé parce que c'est pas le rôle premier, en fait, mais c'est le rôle de liant ou le rôle pour permettre, en fait, la fluidité, en fait, de toutes les épreuves qui peuvent être vécues par un enfant dans le cadre de son parcours. Fait que je dirais que c'est l'élément qui m'a le plus marqué dans l'ensemble des entretiens.